Il y a des matins comme ça où ça vaut vraiment le coup de se lever aux aurores. Bonjour les amis, je suis très heureuse de pouvoir être avec vous pour de nouvelles échappées belles qui promettent d'être absolument exceptionnelles. C'est un bonheur de pouvoir revenir dans un pays que j'aime beaucoup et que vous allez adorer, j'en suis sûre. Bienvenue en Namibie. Bordé à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par l'Angola, au sud par l'Afrique du Sud et à l'est par le Botswana. Ce pays est un véritable joyau dont l'un des trésors est le Namib, le plus vieux désert du monde que nous avons la chance de survoler ensemble aujourd'hui. Alors du Namib jusqu'à Windhoek, la capitale, en passant par le littoral atlantique ou encore le magnifique parc d'Etosha, je suis vraiment impatiente de pouvoir découvrir avec vous les merveilles namibiennes. À plus de 11 000 km de chez nous, c'est un autre monde qui s'offre à nos yeux. Ici, on a un champ visuel et on a l'impression qu'il est presque infini. L'impression de débarquer sur une autre planète avec des paysages surnaturels. Tu peux venir des milliers de fois et tu ne seras jamais fatigué de voir ça. C'est un des plus beaux sites en Namibie et un des rares endroits dans le monde où le désert rencontre l'océan. Dans ce monde étrange où les gens sont heureux quand il pleut, Ah non mais là c'est de la grêle qui tombe. Mais de toute façon, tout le monde est content. il y a même des enfants qui aiment les légumes. J'aime beaucoup les épinards parce que certains sont sucrés, certains sont amers et d'autres sont juste bons. Sophie n'est pourtant pas trop dépaysée. Nice to meet you, I'm Sophie. Moi aussi, je m'appelle Sophie. Ah oui, vous appelez Sophie aussi? Ah, génial. La Namibie est un véritable sanctuaire pour les animaux sauvages. Moses, regarde là-bas, c'est pas des éléphants? Ah, super, bien joué. C'est très important de protéger nos animaux. Sinon, un jour, nos enfants vont nous demander à quoi ressemble une girafe, à quoi ressemble un éléphant, parce qu'ils ne verront plus ces animaux. Mais là, c'est la belle surprise de voir ce rhino noir au point d'eau, là, ce soir. Oh, merci Stéphanie de m'avoir amenée ici. Bah écoute, merci la Namibie. Ça va Laurent? Ça va, très bien. C'est vraiment un vol exceptionnel. Là. Pour toi, Ouais. toutes les conditions sont, Ouais, les sont réunies conditions pour sont faire un beau bonnes, vol? effectivement, c'est vrai que c'est parfait pour pouvoir faire un beau vol et avoir une belle vue. De toute façon, la belle vue, peu importe dans quelle direction on va, on l'a ici. C'est toujours un moment exceptionnel, un vol au Montgolfière. Hein. Oui, et honnêtement, je m'en lasse pas du tout. Tous les vols sont différents. Et le fait de pouvoir partager ça avec des gens pour qui c'est la première fois, c'est toujours un moment agréable. OK, we're coming down. Bend your knees. Perfect. Merci pilote. Team, Madame Fololeni, I have landed. Bravo pilote. Thank you, merci. Moses. Comment ça va? Bonjour Sophie, bienvenue. Tu m'as vu? Tu m'as vu là-haut? Bien sûr, je t'ai vu dans le ciel. Oh là là. Comment s'est passé ton vol? C'était un vol extraordinaire, c'est une façon vraiment fabuleuse de découvrir le désert du Namib. Hein. Allez, je te suis Moses. Yes. Et maintenant, je vais t'emmener dans des endroits magnifiques.
C'est un bon présage ça, Moses, le Rix qui vient nous dire bonjour parce que c'est vraiment le symbole du pays. C'est notre animal national. Grâce à son endurance, il peut survivre même ici, où il fait vraiment très sec. C'est vraiment un animal magnifique. Regarde, il nous salue. Comment ils font pour se nourrir et boire dans ces paysages aussi arides? Ils prennent la rosée sur les plantes qu'ils mangent. C'est un animal qui a su s'adapter à son environnement. C'était beau, vu d'en haut déjà avec la montgolfière, là c'est superbe. Ce paysage est magnifique. On voit la montagne, les plaines et les dunes au loin avec de très belles couleurs. Exactement, moi ce que je trouve extraordinaire là, c'est ce contraste entre le bleu du ciel, l'ocre du sable. C'est ça aussi qui fait le charme de ce lieu. Ici, on parle d'un désert qui a 65 millions d'années. Namib, ça veut dire terre plate, en nama. C'est le dialecte local. C'est de là que vient le nom de la Namibie. Sophie, ce que nous venons de voir, c'est juste une mise en bouche. Maintenant, je vais te montrer quelque chose de vraiment très spécial. On va aller dans le canyon de Sesriem. Oui, parce que le désert du Namib n'est pas qu'un désert de sable. Non, pas seulement. Ce paysage a été formé par la rivière qui rejoignait l'océan. On a l'impression qu'on va voir débarquer le roi lion, là. On peut se demander, Pumba, où es-tu? C'est un endroit magnifique à photographier ici. Regarde là. On a l'impression qu'il y a une tête de monstre là. Tu vois là? Tu dois être prudente quand tu te promènes dans le canyon. Il y a des esprits, c'est ça un peu ici? Ils peuvent t'attraper. Ne viens pas ici tout seul. Bien sûr. Je reste avec toi. On sait jamais. C'est vraiment très impressionnant ce canyon. Le canyon mesure 30 mètres de haut et 5 km de long. Voilà, j'aperçois de l'eau, le bien le plus précieux du désert. Tu as vu, on a trouvé un trésor. Exactement. Oh, regarde Sophie, ce morceau de bois n'est pas un nid d'oiseau. Avant, il y avait beaucoup d'eau dans la rivière et le niveau de l'eau allait jusque-là. Cette question de l'eau, c'est un problème qu'on retrouve partout, en Afrique en général et en Namibie en particulier. Tous les ans, ça devient de plus en plus sec. Beaucoup d'animaux sont morts et beaucoup d'humains en ont souffert. C'est un problème très sérieux en Namibie. C'est sans doute à cause du changement climatique. On peut le ressentir ici. Le vent se lève et on a la poussière. Attends. C'est les esprits, à mon avis, tu vois. Ah, je te l'avais dit. Ils peuvent ne pas être contents. C'est bon pour moi. La Namibie, c'est un lieu mythique pour nous. C'est l'endroit où, depuis une quarantaine d'années, il y a eu beaucoup de records de battus, des records de vol de distance, des records de vol de vitesse. Et on rêve de venir un jour voler en Namibie. Ici, l'air chaud du désert donne naissance à des courants ascendants qui portent le planeur. Grâce à l'altitude, ils peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour le plus grand plaisir de Pierre. On n'a jamais eu une immensité comme ça quand on vole en Europe. Hein. Moi, je vole essentiellement à partir des Alpes du Sud, dans la vallée de la Durance. Et donc je vole le long des montagnes et on exploite des courants aériens un peu différents. Et ici, on a un champ visuel et on a l'impression qu'il est presque infini. On voit de temps en temps des cordons de terre rouge qui sont des dunes en fait. Il y a quelques villages, hein, tous les 30 km, puis des fermes isolées. Grande comme une fois et demie la France, mais avec seulement 2,5 millions d'habitants,
la Namibie est l'un des pays avec la plus faible densité au monde. À l'ouest, le désert du Namibe s'étend sur plus de 80 000 km². Ce train de marchandises le traverse tant bien que mal tous les jours. On va mettre 5 heures pour faire 122 km. Les deux hommes vont chercher une cargaison de manganèse, un métal qui ressemble au fer. On transporte le manganèse qui sera exporté et on ramène les wagons vides pour un nouveau chargement. J'aime ce travail. C'est dans mon sang. On est dans le désert, on voit les paysages, on est libre. Walter scrute les rails à l'affût du sable, son principal ennemi. S'il y a du sable et qu'on roule dessus, le train peut dérailler. Ce serait une grosse perte pour la compagnie. Alors on doit toujours être vigilant. Une brigade spéciale s'occupe de l'entretien du réseau ferroviaire dans le désert. On se bat contre le désert. On mène une bataille sans fin. Tous les matins, ces hommes désensablent les rails avant le passage du train. La mer n'est pas loin d'ici, à 3 ou 4 km. C'est pour ça que le vent vient principalement de la mer. C'est difficile, car quand il vient de ce côté, il est très fort. Aujourd'hui, la météo est bonne. Le vent n'est pas trop fort. On n'a pas besoin de porter de masque et de lunettes pour se protéger du sable. Dans cette immensité, la petite localité de Solitaire est un passage obligé pour les voyageurs. Ils profitent de ce cadre atypique digne d'un décor de cinéma. Surtout, on y trouve la seule station-service à des kilomètres à la ronde. I need diesel, full tank please. Rouler sur les pistes dans le désert, c'est pas simple parce que ça fait beaucoup de dégâts aux voitures déjà. Et heureusement qu'il y a Solitaire parce que là on peut s'arrêter, faire le plein et puis surtout si on a un problème technique, on peut voir à faire réparer sur place. Les automobilistes peuvent aussi se ravitailler avant de poursuivre leur route. Nico tient la boutique depuis 12 ans. Il connaît par cœur l'histoire de ce lieu créé en 1946 par une famille sud-africaine. C'était une ferme ordinaire. Il n'avait rien de tout ça. De plus en plus de gens passaient par ici, en allant jusqu'à la côte. Et certains cherchaient un endroit où passer la nuit, car c'est un long voyage. C'est à ce moment-là que les propriétaires de la ferme ont décidé d'aider les gens, de créer un hébergement et un magasin où les gens pourraient acheter de l'eau et une collation. Aujourd'hui, les touristes peuvent même y déguster un crumble aux pommes. Préparé avec enthousiasme par Maria, il contribue à la renommée de Solitaire. Les gens s'attendent à ce que le désert soit sec. À ne pas trouver ne serait-ce qu'un café ou quelque chose de sucré à manger. Qui aurait cru qu'à Solitaire, au milieu de nulle part, il y aurait une tarte aux pommes, quelque chose que chacun désire manger. Et c'est dans ce paysage désertique étonnant que Sophie va poursuivre son voyage. En général, en Namibie, les gens parlent 3 langues.
l'afrikaans, l'anglais et les dialectes locaux. Parce que tu sais, on a 11 langues ethniques différentes dans notre pays. Toi, tu viens d'où? Tu es originaire d'un petit village? Oui, je viens d'Odjemingwe, un village à l'ouest du pays à côté de Swakopmund. Et je suis guide depuis 19 ans maintenant. C'est devenu une partie de ma vie. Montrer mon pays, partager de beaux moments avec mes clients, et puis trouver quelqu'un pour lui apprendre comment ça va en namibien. Oui, qui apprend à le dire. J'essaye. Il y a beaucoup de monde dans ce désert. Quelle est la bonne attitude à avoir lorsqu'on vient ici pour vraiment protéger, préserver les lieux? Ici, on est dans un parc national et la règle c'est ne prends rien, juste des photos. Ne laisse rien ou seulement des empreintes de pieds dans le sable. C'est depuis 1907 que l'on a commencé à protéger la nature en Namibie. Comme je marche avec un bâton, peut-être que tu dois penser que je suis un vieil homme. Mais on ne sait jamais si on tombe sur un serpent. Ah oui? Oui, ou un scorpion. Bah passe devant. Voilà. Ah, tu restes derrière moi, je te protège donc. Regarde Sophie, tu as vu? C'est magnifique, incroyable. Voici Dead Vlei. Vlei, ça veut dire lac. Ah oui, ok. Et dead, ça veut dire mort. Ça parle de soi-même. C'est spectaculaire, hein. Très bien, très bien. Je ne comprends rien à cette conversation. Tu sais, la Namibie est un énorme pays avec une petite population. Où que tu sois, tu rencontres toujours quelqu'un que tu connais. Nanten. Bon, faut que je révise encore un petit peu. Bonne journée, monsieur. En fait, ces arbres sont morts depuis 700 ans. Comme pétrifiés un peu, hein. Ils ne se décomposent pas parce que c'est très sec ici. Ah, de l'ombre. Accorde-moi 2 minutes. L'ombre est précieuse ici. Oui, c'est ça. Il n'est que 9h du matin. Et déjà 45 degrés. Je vais m'adapter, hein, ça va aller. Sophie! Ouais! Viens voir la vue du lac d'ici, comme c'est beau. Pas facile de marcher dans les dunes. Je fais de mon mieux pour te rejoindre. Non, je glisse. Ça se mérite, hein? C'est superbe. Santé, Sophie. Bah voilà ça. C'est toujours un plaisir pour moi de venir avec mes groupes de voyageurs pour apprécier la beauté de ce lieu. Tu peux venir des milliers de fois et tu ne seras jamais fatigué de voir ça. C'est vrai. On descend comment? On glisse? Ok. Allez, ça va être marrant. Allez! Allez! Oh là! Détour par la capitale quand on vient ici en Namibie. La capitale Windhoek a été créée en 1890. Sur la droite, c'est le premier bâtiment qui a été bâti. Maintenant, c'est un musée.
L'Allemagne a bâti cette église en 1910 pour sceller la paix après 3 ans de guerre contre les tribus namibiennes, les Nama et les Herero. C'est drôle d'être devant cette église parce qu'elle est souvent comparée à une église en pain d'épices. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Hein. Oui, on peut dire ça. Les pierres viennent des environs de Windhoek. Les arches sont en marbre et importées d'Italie. Et les vitraux ont été fabriqués en Allemagne. 90% des Namibiens sont catholiques. Ils viennent chanter et prier, tous ensemble dans la paix. Et peut-être que l'incarnation définitive de cette paix entre les peuples, c'est quand l'Allemagne a reconnu le génocide allemand contre les Herero et les Nama. Ça a été un moment mémorable en 2015 pour tous les Namibiens. Un grand soulagement. Après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu sa colonie, la Namibie a été mise sous tutelle de l'Afrique du Sud. Avant l'indépendance, en 1990, l'Afrique du Sud a appliqué l'apartheid et les Blancs et les Noirs ont été séparés. On se dirige vers le township qui a été créé pour les Noirs et qui s'appelle Katutura. Ça veut dire l'endroit où tu ne veux pas rester. Ah oui, c'est pas très hospitalier au départ comme ça avec ce nom. Maintenant, tout le monde est content d'y vivre. T'as une petite course à faire? Yes, Sophie. Ouais. Sophie, donne-moi juste 5 à 10 minutes. Je vais juste me faire une petite coupe. Comment vas-tu? Super, et toi? Bah, tout va bien. Nice to meet you, I'm Sophie. Moi aussi, je m'appelle Sophie. Ah oui, vous appelez Sophie aussi? Ah, génial. Je défais les anciennes pour en tresser des nouvelles. Ça me fait un bon look, non? Ah oui, oui, non, mais moi je trouve que ça te va vraiment très très bien. La tendance, c'est quoi à Windhoek en ce moment? Les filles veulent ressembler aux célébrités américaines comme Rihanna. Moi, j'ai la coupe de Rihanna. Et pour les garçons, c'est plutôt les joueurs de foot, comme Paul Pogba. Je vais te mettre un peu de spray, tout va devenir brillant. C'est super. Ah, beau travail. Merci. Windhoek attire toujours plus d'habitants et ne cesse de s'étendre. Ici, la voiture est reine et les transports publics peu nombreux. Se déplacer est devenu un enjeu capital. Bien qu'encore timide, des initiatives vertes commencent à voir le jour. À son échelle, Lazarus est un précurseur. Il y a 1 an, il est devenu l'un des premiers à utiliser un vélo électrique pour se déplacer dans la capitale namibienne. Ça a complètement changé ma vie au quotidien. Désormais, il me reste toujours un peu d'argent en poche. J'économise car je ne prends plus le taxi. Et je peux me déplacer n'importe où à Windhoek sans dépenser le moindre centime. Lazarus l'utilise tous les jours pour se rendre à l'hôpital public où il travaille. Un moyen de transport économe, mais aussi écologique. Il y a une batterie qui peut se recharger à l'électricité ou à l'énergie solaire. Il suffit de la brancher. Ce vélo, encore rare sur les routes namibiennes, a été conçu par une start-up locale, e-Bikes for Africa. Ici, tout est fait sur mesure, pour tous les terrains et tous les usages. Pour celui-ci, on a utilisé le cadre d'un vieux vélo à l'arrière. Les gens jettent ça. Et on a retiré l'avant. Cette partie-là, on l'a faite nous-mêmes. Maintenant, c'est un vélo cargo et il y aura une boîte en bois. Je crois que ce sera pour vendre des hot dogs. La société ne se contente pas de fabriquer des vélos électriques.
elle construit aussi de quoi les recharger. L'équipe est à pied d'œuvre pour transformer ce conteneur en station solaire capable de recharger 20 vélos à la fois. On vérifie l'équilibre des panneaux solaires. Ça doit sortir facilement en journée pour charger les batteries. Et ça doit rentrer en douceur le soir. Une fois prête, cette station sera installée sur le campus de l'Université de Namibie et les étudiants pourront profiter gratuitement des vélos. Les vélos électriques sont un concept relativement nouveau en Namibie. Et on sait tous que les jeunes sont les futurs leaders. Alors nous voulons commencer par planter les graines dans l'esprit des plus jeunes, pour qu'ils sachent ce qu'est la mobilité durable, et qu'ils sachent qu'il y a des options en Namibie. À l'est du pays, d'autres Namibiens engagés essayent aussi de faire bouger les lignes. Dans cette école d'un quartier défavorisé de Swakopmund, les professeurs n'enseignent pas que les matières académiques. Regardez qui voilà. Bonjour, monsieur Clarence. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Vous savez quel jour on est? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Jour de récolte, jour de jardinage, que du bon aujourd'hui. Une fois par semaine, les élèves quittent la salle de classe pour s'occuper des petits potagers de l'école. Oh, on a des gros épinards aujourd'hui, bien gros, bien frais. Clarence travaille pour une association qui œuvre pour la sécurité alimentaire. Il soutient l'école depuis le début du projet. Ces enfants aiment beaucoup ce potager et ils en prennent soin. Depuis quelques mois, épinards, carottes, oignons et choux poussent en abondance et les enfants y prennent goût. J'aime beaucoup les épinards parce que certains sont sucrés, certains sont amers et d'autres sont juste bons. J'aime ceux qui sont amers. Est-ce que tu penses que celui-là est prêt à être récolté? Oui. Ok, allons-y. Alors, ce que tu fais, tu le tournes avec amour et hop, tu l'enlèves. Ces cours un peu différents ont un impact positif sur la vie des enfants, mais aussi sur celle des habitants du quartier. Il y a 2 semaines, nous avons eu une grosse récolte. Alors nous avons donné des légumes à des gens de l'extérieur, dans la communauté. Notre quartier est un quartier très défavorisé, et ça n'a l'air de rien, mais les épinards ont beaucoup de protéines. C'est vraiment bon pour la santé. Les légumes récoltés sont cuisinés le jour même à la cantine avec la participation des élèves. Ils lavent les épinards, ils en mettent certains de côté. Ceux-ci seront donnés aux élèves qui en ont le plus besoin pour qu'ils les prennent à la maison. Et notre cuisinière prépare le reste pour le déjeuner. Depuis que l'école dispose de son propre potager, la centaine d'élèves bénéficient de repas équilibrés gratuits. Ce projet a donné des idées à certains habitants des alentours. Voici mon jardin. À 9 ans, Given est le plus jeune jardinier du quartier. J'ai vu mon voisin s'occuper du potager, manger ses légumes, il nous en donnait aussi. Alors je me suis dit que j'allais commencer mon propre jardin. Aujourd'hui c'est comme ça, et demain quand je reviendrai, ça sera énorme. Ça me rend heureux. Tellement heureux que Given veut devenir cultivateur plus tard. C'est parti pour le parc Etosha? Ah yes. Allons voir les animaux.
Il y a plein de Springboks ici. Troupeau de Springboks. Ils sont très détendus parce qu'ils savent que l'heure du déjeuner du lion est passée. Dans le parc d'Etosha, on compte 340 espèces d'oiseaux, 110 de mammifères et 130 espèces de reptiles. Regarde. Ah oui. C'est un Cory Bustard. Lui, celui-là? Ah d'accord. Cory Bustard. Ça alors. C'est l'un de nos plus gros oiseaux du parc. Il peut peser jusqu'à 19 kilos. Du coup, il n'aime pas trop voler, alors il se contente de courir. Là, c'est un troupeau de zèbres qu'on aperçoit. Et regarde, il n'y a pas un bébé là? Ah oui, oui, il y a un bébé. On l'aperçoit à peine quand il est contre sa maman là. Ouais. Le camouflage du zèbre marche très bien. Et là-bas, tu as quelques gnous. Normalement, ils restent à proximité de l'eau parce qu'ils adorent boire. Ce sont donc les proies les plus faciles pour les lions. Le plus grand prédateur ici, c'est vraiment le lion. Tous les autres animaux ont vraiment peur de lui. Ouais. Oui, et le seul animal qui n'a pas peur du lion, c'est l'éléphant. Oui. Quand le lion va boire, personne ne vient. Oui, mais ça. Quand vient l'éléphant... Lions first. C'est là, dès que les éléphants sont là, c'est pousser, tout le monde se pousse. Et dès qu'il pousse son cri, le lion s'en va. Ouais. Bon bah écoute, allons-y. Voyons si les éléphants sont par là. Oui, mais on va chasser, mais avec nos yeux. Ah oui, avec les yeux. Hein. Avant que ce soit proclamé parc national, cette terre était à tout le monde. Des tribus vivaient là et avaient l'habitude de chasser. Aujourd'hui, à moins d'avoir un permis professionnel, tu ne peux plus chasser en Namibie. Tu vois, Sophie, Etosha signifie la grande étendue blanche. C'est ce décor devant nous qui a donné son nom au parc. Cette étendue fait 4000 km² et le parc national d'Etosha lui fait 22 900 km². Tu peux imaginer comme c'est grand. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Ah la vache! Non mais là c'est de la grêle qui tombe! Non mais j'en reviens pas! Tu as la pluie, les éclairs. Oh là! Mais de toute façon, tu es contente, les animaux sont contents et tout le monde est content. Mais oui! Le ciel va nous tomber sur la tête, mais c'est pas grave, Moses! Tu es là! Moses! Bring the people home. Go down, Moses. Ah bah voilà, la chance nous sourit. Ouais. C'est un vieux mâle solitaire. Il est plus foncé. Ses taches noircissent au fil des ans. Ces taches sont très sombres. Ça fait ça avec le soleil quand la girafe devient vieille. Okay. Les girafes ont le même nombre de vertèbres que nous, les humains. Ah oui? Mais les siennes sont bien plus grosses. Est-ce que tu sais qu'il y a un jouet en France qui s'appelle le Sophie la girafe? Ah ouais, Sophie la girafe. Ah non, je connais pas du tout. Alors, petite fille, Sophie, tu jouais avec Sophie la girafe. Exactement. Vas-y, salut. Hey, bonjour. Ça va bien et toi? Ouais, ça va, t'as bien dormi? Ah, très bien. Bon, quel est le programme? Comment tu le sens aujourd'hui? Aujourd'hui, on va être très chanceux. Quand j'étais à l'école, je voulais travailler dans la préservation de la nature. Mais quand j'ai terminé, il a fallu que je trouve un travail. Donc j'ai bossé dans une station-service. Et c'est là que j'ai rencontré une cliente qui venait souvent. Et on a sympathisé. Et un jour, elle m'a dit « J'ai un projet de camp dans le désert. Est-ce que ça t'intéresse ?» Mais j'ai dit « Mais oui, mais pourquoi pas ?» Et tout a commencé comme ça.
Moses, regarde là-bas, c'est pas des éléphants? Ah, super, bien joué. Pourquoi il fait ça? Tu vois, ils se jettent du sable sur eux pour se protéger du soleil. C'est leur crème solaire. Quel animal exceptionnel. Extraordinaire. Ils vont où, là? Ils vont au point d'eau. Ils peuvent boire jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Ah oui. Donc ils ont besoin de trouver un endroit où il y a assez d'eau pour tout le monde. Et ils utilisent leurs oreilles pour ventiler et se rafraîchir. Regarde ces deux-là, là. Ils ont pas l'air d'être contents, hein? Ah oui, ce sont des mâles. Et tout le temps, ils ont envie de savoir qui est le plus fort. Alors là, c'est un nid d'oiseaux? Oui, voici les républicains sociaux. Ce sont des petits oiseaux qui vivent en communauté. Et en grandissant, chacun construit son logement. Si tu regardes le nid par en dessous, tu vas voir des dizaines d'appartements. Regarde Sophie. C'est une lionne sous l'arbre là-bas. Une lionne? C'est l'heure de la sieste. Tu sais, le lion dort quasiment toute la journée, 20 heures par jour. Oh, regarde-le, regarde. Ah, c'est un mâle. Oui, c'est un jeune mâle. C'est un mâle. Bon, on voit que tu fais pas ce métier-là par hasard. Hein. Tu prends beaucoup de plaisir à accompagner les gens ici. J'adore mon métier. Surtout passer du temps avec les gens et partager avec eux mon savoir sur mon pays. Merci pour ton sourire et ta gentillesse, mon cher Moses. Moi, merci à toi. Au nord-ouest du pays, le Damaraland est l'une des régions les plus sauvages de Namibie. Les touristes viennent pour apercevoir les nombreux animaux qui y vivent en liberté. Depuis 1998, une partie de ce territoire est classée en Conservancy, une zone de conservation gérée par la communauté. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien, et vous? Je vais bien, merci. Vous avez bien dormi? Super bien. Profitez bien du petit déjeuner. Memory est la gérante de ce lodge implanté au cœur de la Conservancy. Le lodge appartient à la Conservancy, donc il appartient à 100% à la communauté. Il fournit beaucoup d'emplois. 95% des personnes qui travaillent ici sont issues des villages alentours. Les recettes générées par le lodge sont ensuite reversées à la Conservancy, qui gère cet argent dans l'intérêt de la communauté. La Namibie est le premier pays au monde à avoir imaginé ce mode de gestion. Les habitants d'un territoire donné protègent la nature. En échange, ils bénéficient des retombées économiques liées au tourisme. Ces guides sont employés par le lodge. Ce matin, ils partent à la recherche d'éléphants. Les éléphants quittent parfois la zone pour aller plus loin. On doit les trouver pour pouvoir emmener les touristes directement là où ils vivent en ce moment. Leur quête commence au point d'eau où les éléphants ont l'habitude de venir boire la nuit. D'après ces traces que l'on peut observer ici, ils sont venus hier soir de ce côté pour boire, et ensuite ils sont repartis par là. Une centaine d'éléphants adaptés au désert survivent dans cet environnement aride. Les guides en aperçoivent un, seul au milieu du bush. L'éléphant est blessé à la patte arrière. Il s'est peut-être pris dans du fil barbelé. Il se déplace trop lentement. C'est pour ça que les autres l'ont laissé. Ernst va faire un rapport à la Conservancy.
On a un rôle à jouer. Quand on voit un animal qui a des problèmes, on prévient la Conservancy pour qu'elle soit au courant et s'en occupe. Les animaux sauvages partagent ce territoire de 3600 km² avec environ 4000 personnes. Ils n'hésitent pas parfois à venir très près des villages chercher de quoi boire et manger. Depuis plusieurs mois, ces fermiers cohabitent malgré eux avec des éléphants. Ils détruisent les canalisations et piétinent les potagers. On a bien essayé de faire des trous autour des maisons, mais ils continuent de venir. Et on n'en dort pas de la nuit. C'est seulement dans la journée qu'ils s'éloignent dans le bush. Ils ont réparé ce tuyau. Ils l'ont fait ce matin. Ces incidents ont lieu tous les jours. Et tous les jours, les gens doivent réparer. C'est une source de conflit entre les humains et les animaux sauvages. Le but de la Conservancy est justement d'atténuer ces conflits entre l'homme et les animaux sauvages. Les habitants ont élu des représentants chargés de défendre leurs intérêts. Bonjour Landimé. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. On a un problème dans la zone de Maupadré avec les lions. Qu'est-ce que les lions ont fait? Les lions ont attaqué des chèvres. Combien de chèvres? Les lions ont tué 76 chèvres. La Conservancy va indemniser l'éleveur. Elle n'a pas les moyens de rembourser à hauteur du prix des bêtes, mais donne de quoi calmer la colère du propriétaire. Quand il n'y avait pas encore la Conservancy, les gens tuaient beaucoup les animaux. Mais maintenant, c'est mieux. Et les gens ont compris qu'il faut en prendre soin. Avec les animaux, on a des revenus qui nous permettent d'envoyer nos enfants à l'école ou de subventionner différentes actions. À l'école aussi, le thème de la cohabitation entre les humains et les animaux est omniprésent. Bonjour le club environnement, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons jouer la scène avec les éléphants. Par le biais du théâtre, les enfants apprennent les bons comportements à adopter face aux animaux. Ces 3 élèves font semblant de ramasser du bois quand elles tombent sur 5 éléphants. Calmez-vous, calmez-vous. Maman a dit que si on voyait des éléphants, on ne devait pas faire de bruit. On doit prendre du sable et le jeter en l'air pour voir quelle est la direction du vent. Et on doit partir du côté opposé. Le but de ces ateliers est surtout de donner envie aux jeunes de protéger la faune exceptionnelle qui les entoure. C'est très important de protéger nos animaux. Sinon, un jour, nos enfants vont nous demander à quoi ressemble une girafe, à quoi ressemble un éléphant, parce qu'ils ne verront plus ces animaux. Dans ces zones de conservation communautaire, les populations sont les premiers gardiens de la vie sauvage. Il en existe 86 comme celle-ci à travers le pays. Salut Stéphanie! Salut Sophie, comment tu vas? Bah super. Bien dormi? Ouais, je te remercie. Impeccable. Déjà sur le pont? Il faut, on a plein de choses à faire aujourd'hui, avant soit qu'il fasse trop chaud, soit qu'il pleuve. Ok, très bien. En fait, juste derrière nous, là, c'est le centre de recherche d'Ongava, et aujourd'hui, je t'emmène sur la réserve. On va aller poser des pièges photographiques au point d'eau pour surveiller un peu ce qui s'y passe. Et puis si on trouve des crottes de carnivores, de lions, de hyènes, de chacals, on récupère. Ok, parfait. Pour aller faire nos analyses et faire notre recherche. Là, on est sur la réserve d'Ongava, on est juste à côté de la réserve des Tosha. C'est un peu ton terrain de jeu, si j'ose dire. De jeu et de travail, tout ensemble, c'est parfait. Et surtout de travail. Bon, allez, je te prends les pièges photographiques. C'est parti, Daktari! C'est parti. Dis-moi comment t'es arrivé là, toi, ici, en Namibie en particulier. Et ben tout a commencé quand mes parents m'ont emmenée en Namibie quand j'avais 14 ans
pour un séjour 3 semaines à sillonner la Namibie dans une petite voiture de ville, donc pas 4x4 à l'époque. Ça a été un voyage transformateur. Quand on est rentré, j'ai pris ma décision. C'était là où je voulais vivre et là où je voulais travailler. Et ça fait combien de temps que tu vis ici, toi? Ça va faire bientôt 14 ans que je suis en Afrique australe et presque 3 ans que je suis à Ongava. À la base, je voulais être vétérinaire et puis je me rappelle plus comment, quand ou pourquoi j'ai décidé que finalement la recherche était pas mal. Et en master, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient un site de recherche en Afrique australe, au Zimbabwe. Et en fait, c'est là que je suis partie et depuis, je suis jamais vraiment rentrée. Ouais, je te comprends. Tout à l'heure, j'évoquais Daktari, mais toi, tu es beaucoup trop jeune, ça t'évoque rien. Si, ça m'évoque ma prof de physique-chimie en prépa, qui se foutait un peu de moi gentiment en me disant mais Stéphanie, tu sais, aller travailler comme ça en Afrique, c'est Daktari, hein, c'est que dans les films. Et puis du coup, je sais pas où elle est aujourd'hui, mais si elle me voit, je peux lui dire viens me voir. Oui, je suis très heureuse. C'est pas que dans les films. Et donc voilà, au point d'eau. C'est ici. Le travail commence. Ok, alors on commence par celle-là. Donc on l'allume. Là tu l'installes dans un petit dans la boîte. Okay. Donc là en fait on a des caméras trappe qui prennent 3 photos par déclenchement. Ça nous permet d'avoir des photos de meilleure qualité quand on veut identifier des individus comme des léopards par exemple. C'est souvent qu'on a soit la tête soit la queue et il nous faut le corps. Hey, t'auras une photo de moi là. J'aurai 3. Ça te fera un souvenir. Voilà. Bon, maintenant que t'as compris comment ça marche Sophie, à moi de je te laisse en charge. Bon, j'ai une grosse responsabilité parce que si tu rates un léopard à cause de moi, je vais m'en vouloir. Ah oui, ben là, l'avantage c'est qu'on ne saura pas si on le rate. Impeccable. On remet le fil de fer. Ça c'est uniquement pour que les animaux n'enlèvent pas de la protection. Les babouins aiment bien faire ça. Sur un point d'eau, il y a beaucoup d'herbivores ici, donc qui dit beaucoup d'herbivores dit beaucoup de carnivores. Donc si on a une chance de trouver des crottes de lion, c'est sûrement par ici. Eh ben tiens, voilà une crotte de lion. On en collecte une partie, pas tout, parce que ça leur sert aussi à marquer leur territoire. Okay. Donc là, on va en récolter 2, parce qu'il y en a un qu'on va stocker sur le long terme. On veut regarder la comparaison de ce qui se passe dans 20 ans, dans 30 ans et maintenant. L'autre, à beaucoup plus court terme, on va regarder les poils pour regarder ce qu'ils mangent, ce qu'ils préfèrent. Parce que bien évidemment, si tu es sur une réserve où les lions préfèrent les zèbres, si jamais ta population de zèbres diminue, eh ben, il va falloir faire quelque chose pour la gestion des lions, par exemple. Ok, donc celle-ci, ça te va ? Celle-ci, ça me va. Je l'enlève au bousier, c'est pas grave. Hein. Tu l'enlèves, ça ira. Pas à la main, s'il te plaît, à cause des maladies. Hein. Ah bah oui. Donc on évite. Voilà, on évite. Ce sont des termitières là-bas qu'on voit au loin ? Oui. J'aimerais bien que tu m'en expliques le fonctionnement. Pas de souci. Alors voilà la termitière. Voilà, moi, c'est un univers qui me fascine. Comment ces insectes ont réussi à créer ce petit château. Quand on voit ça, on pense que les termites, elles vivent là. En fait, pas du tout. Les termites, elles vivent dessous. Tout le haut, c'est des cheminées. Un peu la clim. Donc la colonie, en fait, sûrement s'étend sur 10-20 mètres de diamètre autour de nous, là. Et donc, dans une chambre, généralement au centre, tu as la reine qui produit les œufs et donc les futures générations de termites. Ça s'organise un peu comme une ruche. Exactement. Ou une fourmilière. Exactement. C'est des insectes sociaux. Ah bah voilà, c'est Clarence de Daktari. Oui, j'aurais plutôt dit Simba du Roi Lion, mais il doit y avoir une génération de différence quelque part, non ? Dis donc, petite insolente. Voilà le labo, donc c'est ici qu'on traite tous nos échantillons et qu'on les stocke.
Bon alors Sophie, voilà une petite surprise, typiquement africaine, l'apéro au point d'eau. Sympa. Pour le coucher du soleil. Ça me plaît beaucoup. Ah, là on est bien. Les animaux sont susceptibles de venir boire là en fin de journée. C'est ça, c'est la au surprise. Point d'eau. Ouais. Patience. En attendant, écoute. Hein? Allez, on va trinquer. À la tienne? Ta santé. Santé. Ah. Elles arrivent. C'est quoi? Des gangas. Elles viennent boire en groupe et elles discutent beaucoup. Donc ils viennent pas au point d'eau que pour boire, tu vois. Il y a aussi des échanges sociaux, probablement d'informations. Et toujours, on sait pas, c'est pas vraiment ce qu'ils se disent. Mais en tout cas, ils discutent. Regarde, on n'a pas que le chant des grenouilles, on a de la visite. Ah mais ouais, mais là c'est la belle surprise de voir ce rhino noir au point d'eau là ce soir. On a beaucoup de chance, ouais. Mais il m'a l'air un peu maigre, hein, ses côtes. C'est la fin de la saison sèche, il peut être un peu en manque de nourriture. Donc bon, on va suivre. Oh, merci Stéphanie d'avoir amené ici. Bah écoute, merci la Namibie. Telles des oasis dans le désert, les fermes bordent les routes namibiennes. Est-ce que la brebis à la tête noire a eu son petit? Avec 420 hectares, la ferme d'Enzel est plutôt de taille modeste. Comme 2/3 des fermiers namibiens, Enzel est avant tout un éleveur de bétail. Chaque matin, il est aux petits soins pour ses quelques centaines de chèvres et de moutons. Ce petit-là a un problème d'estomac. On peut voir qu'il a la diarrhée. Alors on doit juste lui donner un médicament pour améliorer son transit. C'est important de connaître toutes les petites astuces pour prendre soin des animaux. Quand vous regardez un animal, vous devez tout de suite voir si quelque chose ne va pas. Selon les symptômes, vous devez être capable d'identifier la maladie. Pour nous, c'est naturel, parce qu'on a grandi dans une ferme. On a appris tout ça de nos parents. Tiens-la bien pour que sa tête puisse passer. Le geste sûr, Enzel vérifie que toutes ses bêtes sont en bonne santé avant de les emmener pâturer. La nourriture est loin d'être abondante, alors pour augmenter leur chance d'avoir assez à manger, les animaux passent le plus de temps possible dans le bush. Au moins cette année, il y a un peu de quoi manger. Mais les 3-4 années précédentes, on n'a pas eu de pluie. C'est pour cela que nous devons nous diversifier, avoir un peu de bétail et un peu de culture aussi. Pour que les années de sécheresse, on ait de quoi manger et quelque chose à vendre pour maintenir l'activité de la ferme. De nombreux fermiers ont perdu des animaux ou vendu une partie de leur bétail. Il y a 2 sortes de haricots verts. Là, il y a les tomates. Ça pousse bien. Comme on n'a pas beaucoup d'eau dans la citerne, on fait ça à petite échelle, juste assez pour nous et nos employés. Comme le veut la tradition, il partage les légumes avec ceux qui travaillent avec lui à la ferme. Dès qu'il le peut, Enzel rend visite à son voisin le plus proche, son frère Morten. Tout va bien. Lui cultive suffisamment de légumes pour en vendre chaque mois. C'est étrange qu'ici et là, ça n'ait pas poussé de la même manière. Ces dernières années, les autorités tentent d'encourager la production locale pour assurer la sécurité alimentaire du pays.
Des mesures ont été prises pour qu'on puisse vendre nos fruits et légumes dans les magasins et en importer moins d'Afrique du Sud ou des pays voisins. Les supermarchés sont obligés d'avoir un certain pourcentage de produits frais qui viennent de nos fermes. C'est pour ça qu'on fait plus de culture maintenant. Enzel et Morten sont issus d'une famille de fermiers. Mais de plus en plus de Namibiens novices se tournent aussi vers le travail de la terre. Billy est l'un de ces nouveaux agriculteurs. Il est spécialisé dans la production de fraises. Tu en trouves assez? J'ai commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai 7900 fraisiers rien que dans ce champ. C'est pas mal. Je les ai presque tous plantés moi-même. C'est ma vie maintenant. Il a dû arrêter ses activités de missionnaire pendant le confinement imposé au début de la pandémie de coronavirus. Pour gagner sa vie, il s'est alors inspiré des exploitations de fraises visitées en Afrique du Sud. On importe tout le temps des fraises d'Afrique du Sud. Mais en avoir sur nos étals qui viennent de nos fermes, c'est nouveau. À ma connaissance, il n'y a que 4 fermes dans toute la Namibie qui produisent des fraises. Billy n'a pas de mal à vendre ses fraises et ses produits dérivés aux supermarchés du coin et aux particuliers. Mais il n'y a qu'1 ou 2 récoltes par an. Alors, pour assurer son avenir, il expérimente d'autres cultures. De ce côté, j'ai fait des essais avec le maïs et je vois qu'il se porte bien. Je fais aussi des essais avec les épinards. Je voudrais savoir ce qui fonctionne bien sur cette terre, de sorte qu'à l'avenir, je concentre mes efforts sur ces cultures. Fermiers de longue date ou nouveaux venus, tous doivent continuer à s'adapter pour faire face aux nouveaux défis et continuer à vivre de leur terre. Bel endroit pour une rencontre, mon cher Paul. C'est avec toi que je vais continuer ce voyage. Alors, j'ai déjà vu des choses absolument merveilleuses, hein. Et là, ici, je te retrouve dans un endroit absolument incroyable. Le lieu où nous nous trouvons actuellement s'appelle Sandwich Harbour. C'est un des plus beaux sites en Namibie et un des rares endroits dans le monde où le désert rencontre l'océan. Comme si le désert rentrait dans la mer, comme si les vagues de sable rencontraient les vagues de l'océan. Nous ne sommes pas seuls. C'est un phoque. Nous en avons beaucoup en Namibie. Là, c'est vraiment un littoral qui est très préservé. En tout, dans le pays, il y a combien de kilomètres de côtes? Les côtes en Namibie représentent 2000 km. Alors, si on est tous les deux ensemble, c'est pas seulement pour admirer la vue, c'est pour partir à la découverte de ta ville, Swakopmund, hein, c'est ça? Oui, la ville de Swakopmund. J'ai hâte de te faire découvrir cette ville où je suis né. Investi vraiment dans des super vélos, hein, Paul? Merci Sophie, nous en avons 18 comme ça. Le vélo est idéal pour découvrir cette ville. C'est vraiment parfait car cette ville est plate, le climat est doux et c'est donc très facile et très agréable en 2 roues. Eh ben moi je te suis. Vas-y mon Paul, passe devant. Allez, c'est parti. Allons explorer Swakopmund. Comme tu peux le voir, le soleil met du temps à sortir, mais dans quelques minutes, il devrait nous réchauffer. Je te prends au mot, hein. Si je vois pas le soleil, ça va pas le faire. Hein. Alors dis-moi, Swakopmund, c'est vraiment la station balnéaire par excellence? Oui, Swakopmund est une des premières destinations touristiques en Namibie. Seule une petite partie de personnes qui ont de bons revenus peuvent se permettre d'habiter ici dans ces grandes maisons. Mais la majorité des gens vivent dans le township. Les townships, c'est de là où tu viens? Oui, je suis né dans le township qui s'appelle Mandesa. C'est un quartier défavorisé où grandir n'est pas facile. C'est pourquoi j'étais encore plus déterminé à le quitter.
Pour accomplir mes rêves, mes ambitions, tout devient possible, même du township. Waouh! Waouh! Le soleil revient là, hein? Je te l'ai dit. Voilà, c'est ça. Il y a 10 ou 15 minutes. Là, on retrouve une architecture très colorée, c'est vraiment typique de la ville. Oui, ici c'est le quartier historique de la ville de Swakopmund. Toutes ces vieilles bâtisses sont l'héritage du style allemand. Les Allemands sont restés pendant 35 ans. Mais aujourd'hui, leur présence reste encore très visible dans l'architecture ici. Qu'est-ce qu'on a là à gauche? Ici à gauche, nous avons l'ancienne gare, die Alte Bahnhof en allemand. C'est maintenant un 4 étoiles et un casino. Devant nous, encore un vieux bâtiment. Il y a un homme qui porte le monde tout en haut. C'est le bâtiment le plus photographié de la ville. C'est Atlas. C'est Atlas portant le monde. Tu pourrais accélérer, Sophie? Le feu est vert. Allez, allez! Ce bâtiment a joué un rôle très important dans l'industrie portuaire et navale. Mais la raison pour laquelle je t'ai emmené ici, elle se trouve là-haut. Et voilà, nous sommes arrivés. Et voici un des rares endroits où tu peux voir une vue à 360 degrés sur Swakopmund. Là, la direction, les dunes. Hein, ouais. Ici, ce sont les dunes de Walvis Bay, où on était ce matin. Et là, dans cette direction, c'est Windhoek, la capitale, plein nord. Alors, le township d'où tu viens, c'est où exactement? Tu vois le bâtiment jaune? Ouais. Eh bien, c'est juste derrière, à 3 km. Et quand tu étais petit garçon et que tu vivais dans le township, tu rêvais de quoi? Quand j'étais petit, une chose dont j'étais sûr, c'était de faire mieux que mes parents. Ma mère était femme de ménage, mon père travaillait dans les mines d'uranium et j'aspirais à d'autres choses. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes noirs qui devenaient docteurs, ingénieurs ou avocats. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Tout ça a changé. Tout devient possible, ce qui m'a encore plus motivé. Ça m'inspire pour être meilleur encore aujourd'hui. On doit encore faire plus pour que l'éducation de tous les enfants, blancs ou noirs, riches ou pauvres, ait les mêmes chances dans la vie pour réussir en Namibie. Ce sont les clés de la réussite. Et aujourd'hui, comment on parle de toi alors? Regarde Sophie, c'est un article paru il y a 2 semaines dans une revue sur le tourisme en Namibie. On te montre comme un exemple là, hein? Je vais travailler encore plus dur et donner le meilleur pour ma communauté. Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 35 ans. Bon bah, je suis sûre que la prochaine fois que je reviens, allez, je te laisse 10 ans, 15 ans et t'es le président de la République ici. Merci, j'accepte ta bénédiction. Très heureuse que tu me fasses découvrir ton quartier, Paul. Tu vois, le township, c'est vivant. Ah oui. Tout le monde est dehors. C'est vraiment différent du centre de la ville. Le nom de ce township est Mandesa. Il a été créé pendant l'apartheid. 60% de la population vit ici. Visiter le township à vélo, c'est comme si tu faisais partie de la communauté. Tu vois les gens, tu as le son, l'odeur et l'interaction avec les autres. Certains viennent parfois faire des visites en bus. Et ça peut nous donner l'impression d'être dans un zoo. Voici une école primaire. Ah, il y a une partie de foot là. Oui. Ici, dans le township, les gens improvisent des terrains de football au milieu de la rue. Qui gagne? Liverpool, hein? Bravo! You know PSG? Oui, le PSG, on connaît. Et est-ce que vous connaissez des joueurs de foot français? Neymar. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, yeah. Baby. Be careful, baby!
Sophie, je te propose d'aller sur la jetée. Va prendre quelques photos, je te rejoins tout de suite. Ok, je te retrouve tout à l'heure alors. My friend Sophie. Regarde ce qu'on a là. Oh bah c'est gentil ça. C'est le moment pour toi de goûter. Oh bah merci, merci. Mais c'est que pour moi ou tu fais ça à chaque fois? C'est spécialement pour toi. Merci beaucoup. On a importé des bébés huîtres du Chili il y a 20 à 25 ans. Eh ben dis donc, il faut un long voyage. En Europe, ça prend 3 ans de faire grandir les huîtres. Ici, grâce à la richesse des fonds de la mer, avec les minéraux, le plancton, elles grandissent en seulement 9 mois. Il y a du citron et du tabasco. Là, j'ai pas l'habitude de les manger avec du tabasco. Hein. Je vais te le laisser avec tabasco. Moi, je prends avec citron, d'accord? Pas de souci. Enjoy. Enjoy. Merci. Parfaites, elles sont très bonnes. Je suis ravi que tu les aimes. Très très bonnes. Okay. Merci beaucoup. Welcome. Le littoral autour de Swakopmund est très prisé pour son climat tempéré. Originaires de Franche-Comté, Emma et Émile ont été surpris quand ils sont arrivés ici il y a un mois. Avant d'arriver ici, on a fait un petit périple dans le nord et il faisait beaucoup plus chaud, donc on ne s'attendait pas à avoir des températures assez froides comme ici. Et j'ai même pris ma doudoune et en partant de France, quand on m'a dit « Mais Emma, t'es folle, pourquoi tu prends ta doudoune ?» Finalement, je suis bien contente de l'avoir prise. Désireux de perfectionner leur anglais et de découvrir un autre pays, les deux jeunes gens font du volontariat dans cette auberge de jeunesse fréquentée par des passionnés de surf. Ils sont hébergés gratuitement. En échange, ils travaillent quelques heures par jour. On s'occupe de tout ce qui est réception, répondre au téléphone, aussi faire les courses pour le bar comme on vient de le faire, accueillir les clients quand ils sont ici. On fait un peu de tout. Les deux Français profitent de leur temps libre pour s'initier au surf. Ok, je pense qu'on est prêt à se mettre à l'eau. Alors allons-y. Je suis vraiment contente de pouvoir surfer en Namibie parce qu'on ne s'attendrait pas à pouvoir surfer ici, quoi. Une grande partie de la côte est difficile d'accès à cause de la présence de parcs nationaux ou de mines de diamants. Heureusement, autour de Swakopmund, il y a des vagues presque tous les jours de l'année. Ce qui est génial quand on surfe en Namibie, c'est qu'il n'y a presque personne. Dans d'autres pays où il y a plus d'écoles et de camps de surf, il peut y avoir des centaines de personnes dans l'eau. Ça peut être difficile d'avoir assez de vagues pour soi. Alors qu'en Namibie, on est à peine quelques centaines à surfer dans tout le pays. Bordé par l'océan, Swakopmund se trouve aussi aux portes du désert. Ces dunes recèlent de trésors pour qui sait les voir. Certaines personnes se contentent de passer en voiture. Elles voient les dunes et disent « Mais il n'y a rien ici ». Mais si, il y a quelque chose dans les dunes. Une des raisons pour lesquelles nous trouvons ici une forme de vie différente, c'est parce que nous avons un banc de brouillard. Et chaque petit animal a besoin d'eau. Le seul moyen d'obtenir de l'eau, en fait, c'est le brouillard. Il apporte l'humidité. C'est pour cela que les animaux sont si particuliers par rapport à ceux que l'on trouve à l'intérieur des terres ou dans le désert. Ces dunes costales sont le terrain d'exploration favori de John et Ernst. Vous voyez, ce sont des larves de scarabées. Ils traquent le moindre signe de vie afin de faire découvrir aux touristes les petits animaux qui y vivent. On peut voir la ligne là. Si vous venez ici, vous pouvez voir la tête. Il y a la tête du serpent. Il sort la langue. On peut la voir là. Quand il chasse, le serpent se met dans cette position. Il s'entortille complètement dans le sable. Il ne reste que les yeux à la surface
et il va dresser la fin de sa queue, qu'il va faire bouger comme un ver. Les lézards, les geckos, mangent les vers, alors ils sont attirés. C'est un appât. La plupart de ces créatures du désert sont actives la nuit et se cachent en journée quand il fait chaud. Ce n'est que le matin que les guides peuvent espérer trouver des indices de leur passage avant que le vent ne souffle trop fort et n'efface leurs traces. Tout ce qui sort de l'habituel me montre qu'un animal ou quelque chose se trouvait là. Rien n'échappe à son œil exercé, pas même ce petit gecko qui se fond presque dans le décor. Voici un animal très sensible qu'on appelle le gecko palmato. C'est un animal de nuit et comme vous pouvez le voir, ses yeux ne clignent pas du tout. Est-ce que c'est sa taille normale ou ça pourrait être un bébé? Oh oui, oui, c'est sa taille normale, sa taille adulte. C'est fantastique de voir ça de si près. Ernst partage depuis 15 ans sa passion pour ces petits animaux. Beaucoup de gens ont de l'empathie pour les gros animaux et essayent de les protéger. Mais quand il s'agit de petits animaux, plus personne ne fait attention. Les gens tuent ces petites bestioles parce qu'elles sont sous leurs pieds. Mais une fois qu'on apprend à les connaître, on comprend qu'elles sont aussi importantes que les grands animaux. Paul, ça me fait plaisir de faire encore un petit bout de chemin avec toi avant de rejoindre Windhoek. Alors on a quitté Swakop, mais je sais que tu voulais me présenter des amis à toi. Oui, on est sur la route vers la région de Roybank pour rencontrer la communauté des Topnar. Il y a beaucoup de clans en Namibie. Celui des Topnar est le plus petit groupe. Je vois qu'ils ont des travaux, là, il y a des tuyaux devant chez eux. Oui, le gouvernement a décidé d'amener l'eau jusqu'au village. Matissa. Bonjour. Je suis Herman. Bonjour mon ami. Bienvenue Sophie. Comment s'organise votre village là, ici, Herman? Ce village s'appelle Aramstrat. Ce hameau a 40 habitants. Okay. Mais c'est une communauté qui a toujours vécu dans le désert, sur des zones assez arides, comme ici? Oui, on est la plus vieille communauté à vivre dans ce désert. On sait maintenant comment réussir à vivre sur cette terre difficile. Certains disent que c'est trop dur, mais nous les Topnar, on aime ce décor unique et si beau. Hello, Matissa. Sophie, Paul, je vous présente ma fille. Bonjour, hola, Matissa. Mon petit-fils. Et le meilleur ami de mon petit-fils. Très bien. Merci beaucoup. Asseyons-nous. Et ici, vous arrivez quand même à développer des cultures. Vous vivez de quoi? Les opportunités de travail sont peu nombreuses dans cette région. On dépend seulement de la culture du Nara. Ah, c'est quoi, Nara? C'est quoi? C'est la ressource naturelle emblématique du peuple Topnar. C'est le melon Nara. C'est endémique au désert du Namib. Tu ne le trouves que ici. C'est très doux. C'est bien plus sain que n'importe quel autre jus de fruits. C'est sucré. Très doux. C'est très bon, c'est tout doux, très bon. Si la pulpe est vraiment sucrée, on la cuit et on en fait du chocolat Topnar. Comme une pâte de fruits et c'est vraiment bon. Oui, c'est bon. Comme un bonbon. Vraiment comme une pâte de fruits un peu, ouais.
Et les petites graines? Oui, ça ce sont les graines. Et si tu as de bonnes dents, tu peux les casser pour les manger. Oui, et avec l'intérieur des graines, ils font aussi des savons, des lotions et même de l'huile pour cuisiner. C'est incroyable de se dire que ce fruit peut vous permettre de développer plein de choses. Sophie, je t'invite à venir voir où poussent ces melons du désert. Fais voir. Hop là. Hop là. Oh, mais alors? Toi, tu les connais, toi, hein? Oh, mais alors? Elles sont mignonnes. Regarde, voici nos melons Nara. Mais ne va pas trop près du buisson. Ils abritent plein de sortes de serpents, insectes, scorpions. Et voilà. C'est vraiment un très beau cadeau pour nous. Et où est-ce que cette plante arrive à trouver de l'eau? Ses racines peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de large et 30 mètres de profondeur. Sophie, tu sais, pour vous, les chacals ne sont pas toujours les bienvenus. Mais pour nous, c'est tout le contraire. Ils jouent un rôle précieux et unique. Ils mangent le melon Nara et ils dispersent les graines en faisant leurs besoins, et elles poussent et font de nouveaux buissons. C'est bon ça, hein? Merci. Merci à toi de m'avoir accompagné ici pendant 2 jours. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi. Je vois que tu t'intègres très bien dans ce village. Le prochain coup, tu devrais rester plus longtemps. Oui, avec grand plaisir. Alors, prends bien soin de toi et je souhaite bonne chance à tes affaires. Et puis, je te l'ai dit, peut-être que tu deviendras le président de la République, toi, ici. Oui, je pense que tu vas me porter chance. Et je vais travailler pour ça. Et je te téléphonerai dès que je suis président. La Namibie compte 11 ethnies, dont 7% de héréros. Les femmes sont reconnaissables à leur tenue d'inspiration victorienne et leur étonnant couvre-chef. Aujourd'hui, c'est jour de cérémonie de confirmation dans la communauté. Comme beaucoup de jeunes héréros, Lydia profite de ce genre d'événement pour porter la robe traditionnelle. On appelle ça l'Ochikava. Cela symbolise les cornes, car les héréros sont un peuple d'éleveurs. Vous ne devez jamais être vu avec une robe héréro sans l'Ochikava. Ce n'est pas accepté, c'est totalement inacceptable. La tenue des femmes héréros est une affaire sérieuse, héritée de la colonisation allemande à la fin du 19e siècle. À l'époque, les missionnaires les forcent à porter ces robes. Après le massacre des héréros par les Allemands, les femmes se sont appropriées cette tenue en signe de défiance. Pour moi, cela représente mon identité. Où que j'aille, je veux que les gens sachent que je suis héréro. C'est pour cela que je porte cette robe. Les femmes sont les gardiennes de l'héritage culturel de leur ethnie. Rosalia est couturière. Elle tient à porter la tenue traditionnelle tous les jours et veille au respect des codes. La robe que je porte maintenant, je peux la mettre à l'enterrement.
On a droit à n'importe quelle couleur, tant qu'elle est un peu sombre. Mais ça ne doit pas être brillant, pas comme cette couleur. Cette couleur-là, tu la montres quand tu vas à des mariages. C'est bien pour les mariages. Sa fille, Dina, vient essayer la tenue qu'elle portera à un mariage dans quelques jours. Détache tes cheveux pour qu'on puisse te mettre la coiffe. Comme le veut la coutume, Dina a reçu sa première robe quand elle avait à peine 16 ans. C'était agréable de porter ma première robe et de me sentir comme une femme. Dans notre tradition, quand il y a un mariage dans la maison, toutes les adolescentes de 15-16 ans sont appelées à se rassembler pour mettre pour la première fois l'Oji Kaiva. On ne peut pas porter ces vêtements quand on est enfant. Ce sont les aînés qui disent quand on peut les porter. Elle a l'air très belle, magnifique. Je suis très heureuse de la voir comme ça. Chez les Herero, la tradition se transmet de mère en fille. Mais dans ce quartier populaire de la capitale, certains n'hésitent pas à la bousculer. Salut mes beaux mannequins! Comment allez-vous? Les robes vous vont si bien. Oui, tu as fait un super travail. Oh, merci. McBride Cavari est connu pour mettre les robes de sa communauté à l'honneur, tout en les modernisant. Viens te mettre ici, comme ça. Les manches étaient trop longues, le col trop serré. Regardez-moi ces belles jeunes femmes. Elles veulent montrer un peu plus leur décolleté. La modernisation de la robe a joué un grand rôle dans le fait que les jeunes aiment la porter. Allez les filles! Pour séduire la jeune génération, le styliste a aussi supprimé les 6 ou 7 jupons que les femmes portaient sur leurs robes pour n'en garder qu'un. La façon dont il dessine les robes les rend plus faciles à porter. Ce n'est pas comme avant quand il y avait un nœud ici et que ça serrait trop. Maintenant, on peut garder la robe toute la journée. À ses débuts, McBride a été critiqué par les membres de sa communauté. Ils n'aimaient pas trop mon travail. Ils critiquaient. Ils avaient l'impression que je dénaturais notre culture. Aujourd'hui, les gens apprécient ce que je fais. Pour moi, en tant qu'Herero et Namibien, c'est très important de faire partie de cette évolution. En innovant, la jeune génération contribue au rayonnement de la culture Herero. So swing this one on the side to side, now, and kick, and then go down. Elbow 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7. 1, 2 and 5. Change and. Macha, plie les orteils. Continuez les gars. Salut Stanley. Sophie. Il y a une belle énergie là qui se dégage de ton cours de danse. Ouais, on est toujours comme ça et on se donne à fond. Ça c'est ma compagnie et on vient s'entraîner très souvent ici. Toi tu danses depuis que tu es tout petit? À l'origine, je ne suis pas un danseur, mais j'étais sportif. Très bon joueur de football. Un jour, un de mes enseignants me dit « Tu ne veux pas rejoindre notre groupe de danse ?» Du coup, je me suis mis à danser, j'ai gagné des prix. Et puis
puis on me disait que j'étais bon et que je rendais les gens heureux. Ouais. Tu rayonnes, Stanley. Brilliant. Non mais toi, tu es un être vraiment qui rayonne, t'es un soleil. Tu sais, je suis passé par beaucoup de moments difficiles dans ma vie. Je traînais avec des drogués et je faisais partie d'un gang. Et un jour, mon meilleur ami se fait tirer dessus en pleine rue et meurt dans mes bras. C'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête si je voulais changer mon destin. J'ai décidé de me mettre à la danse parce que c'est quelque chose qui rend les gens heureux. Et maintenant, je me sens très heureux, plus du tout de négatif. Je te laisse répéter, j'ai hâte de passer plus de temps avec toi. Je te laisse avec tes élèves. Ouais. Quand tu n'es pas en studio avec tes danseurs, tu mènes des actions caritatives. Oui, quand on fait des concerts et des spectacles, je demande toujours à mes danseurs de donner 5% de leur cachet pour acheter de la nourriture, dans le but d'organiser des distributions de repas pour les enfants. Et on fait ça ici à l'école primaire d'Indongo. Donc pourquoi tu as choisi celle-ci? C'est une école qui est dans un quartier très défavorisé et qui a besoin de notre soutien. Parce que là, ici, il y a des enfants qui peuvent bénéficier d'une éducation dans cette école, mais de l'autre côté de la barrière, il y a des enfants qui ne bénéficient de rien, c'est ça? Oui, il y a vraiment deux côtés de la barrière. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Les parents sont en difficulté et les enfants ne mangent pas à leur faim. Moi, je cherche à réunir les enfants scolarisés et les autres pour éviter des affrontements et les clans. J'essaie de leur transmettre une énergie positive pour vivre tous ensemble. Hello. Hello. Sorry. T'as vraiment envie d'être plus qu'un exemple pour eux. Oui, je commence à réaliser que je suis un peu leur modèle, comme un berger. C'est parce que je tiens à eux. Ça paraît difficile, mais comme ça me rend heureux, ça ne me met pas de pression. Wow, 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 wow. Wow. Keep ones. Keep ones. Wow, 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 wow. Hi, ya, ya. Allez, hi, ya, ya. Shout. Je voudrais vous dire merci beaucoup d'être venus. Je suis très heureux. Comprenez que nous sommes venus pour vous. Vous êtes la parfaite génération de demain. Applaudissez-vous. Qui vient danser? Un garçon? Ok, c'est parti. On danse. Hey! 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 Attention, prends-le tranquillement. Ok. Nicely. Then my sister Tu es ma sœur, tu es mon frère. You are my brother. My sister. You are my sister. Elle est bonne
bonne cette pomme de terre? Ça fait plaisir de voir les enfants manger comme ça. Pour moi, voir ces enfants manger, ça montre que même les petits gestes comptent. Elle a bien mangé, elle va rentrer chez elle et s'endormir tranquille. Ouais. Ils sont la nouvelle génération qui va continuer à faire vivre ce beau pays qu'est la Namibie. Je leur souhaite de l'énergie, de la force et de persévérer. Avoir confiance en eux. À l'avenir, j'aimerais intégrer des enfants dans mon école de danse, les aider avec leurs devoirs, leur donner une bonne éducation et leur faire pratiquer du sport. C'est un rêve, mais si tu n'essaies pas, ça n'arrivera jamais. Qu'ils n'abandonnent jamais et qu'ils sachent que quelqu'un veille sur eux. Je suis très heureuse de terminer ce très beau voyage avec une bonne personne comme toi. Merci Stanley. Non, merci à toi, merci. J'ai laissé Stanley avec les enfants, je vais le retrouver dans un instant. J'étais très heureuse de terminer ce voyage sur ces ondes si positives. En Afrique australe, la Namibie symbolise vraiment pour moi l'appel de l'aventure. Alors j'étais très heureuse de pouvoir vous permettre d'approcher au plus près la faune sauvage, mais aussi et surtout de rencontrer les Namibiens et les Namibiennes qui sont vraiment des personnes au grand cœur, à l'image de Stanley, de Moses, Paul et les autres. Avec seulement 3 habitants au kilomètre carré, on a parfois l'impression d'être seul au monde dans ces immensités lunaires, voire presque martiennes avec ces dunes de sable rouge. Nous sommes bien ici sur la planète Terre. La Namibie est un joyau de notre planète, alors n'hésitez pas, vous aussi, à venir ici. Je vous embrasse très fort, vous le savez, vous pouvez revivre ces aventures grâce à notre replay et nous donner aussi des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages.